Marie-Vrina Nikolov est professeure des universités en langue et littérature bulgare, ainsi qu'en théorie de la traduction à l'INALCO, co-directrice du master de traduction littéraire plurilingue, je crois, à l'INALCO. Oui, forcément. Voilà, forcément. Traductrice littéraire, autrice d'une 50aine de romans, recueil de récits et poèmes, et un livre pour enfants aussi. Oui, c'est vrai. Traduit du bulgare, dont j'ai quelques échantillons ici pour ceux qui voudront les consulter. Et donc, cette conférence s'inscrit dans une réflexion que nous menons avec Ève Dampierre Noiret depuis 1 an et demi maintenant, presque 2, sur la part de l'étranger. Titre un peu déroutant pour quelqu'un qui travaille toujours dans l'étranger, mais je vais laisser Marie-Vrina Nikolov nous exposer sa perception de la chose. Merci beaucoup d'être là, en tout cas, ça nous fait du bien dans le moment présent. Merci. Merci beaucoup de m'avoir invitée, parce que je dois dire que c'est toujours un plaisir de partager ce qui chez moi est non seulement un refuge, mais une passion. Pour une fois, je vais être très personnelle dans ce que je vais vous dire, ce qui pour moi est une grande première. Mais peut-être qu'avec l'âge aidant, je m'aperçois que même dans mes écrits, après m'être réfugiée derrière l'écriture scientifique, mais à distance, je commence à faire le lien entre le personnel et la distance, c'est-à-dire aussi à me dire que évidemment où je suis, d'où je parle, forcément, et d'où je traduis, d'où je réfléchis, forcément, ça a une incidence. Alors, puisque je commencerai par le personnel, et puisqu'on va parler d'étrangers et d'altérité, je vais commencer par une petite anecdote, c'est-à-dire que quand je te remercie, Isabelle, de m'avoir présentée comme Marie-Vrina Nikolov, même si je signe la plupart du temps que sous mon nom de jeune fille, Vrina, en tant que traductrice, je n'aime pas du tout qu'on escamote mon nom. Pourquoi ? Alors, tout simplement parce que justement, bien que je sois divorcée d'un Bulgare, j'ai tenu à garder ce deuxième nom, tout simplement parce que, ainsi, Vrina Nikolov, pour moi, voilà, c'est bien ce que je suis. J'ai fini par acquérir en 2008 la nationalité bulgare, et donc Vrina Nikolov, ça montre que je suis à la fois bulgare et à la fois française. C'est le tout, c'est le et dont je parlerai d'une autre manière lorsque j'évoquerai la manière dont je conçois aussi la traduction. Je vais commencer aussi, alors je vais vous lire pas mal d'extraits finalement, je vais vous faire entendre aussi des voix bulgares, et je le fais avec d'autant plus de plaisir que, y a-t-il quelqu'un parmi vous qui ait jamais lu un texte bulgare en traduction ? Waouh! Alors là, je suis tout à fait étonnée. Je peux savoir lesquels? Non, lu ou pas lu? Ah, pas lu. Ah! Ah, ma pauvre! Ah non, mais je pense que toi, tu avais compris la question dans le bon sens. Donc, qui a lu? Qui a jamais lu? Je n'ai pas dit qui n'a jamais lu, mais qui a jamais lu? Qui a un jour lu. Ouais. Voilà. Qui a lu au moins un texte. Vous aussi, lequel? Le recueil. Ah non, mais en traduction. Bah oui. Ah, sauf si vous lisez le bulgare. Bah, pas bien, mais un peu de Gospodinov, les petits aphorismes. Recueil Les- de petites histoires. Ah oui, les histoires ultra courtes. Oui, je crois. Tous nos corps. Tous nos corps. D'accord. Vous comprenez le bulgare donc? Pas très bien, mais j'essaie. Ah ok, on pourra en parler après. Florence, vous avez lu? Moi j'ai lu Sous le joug lors de ma préparation d'études et j'ai fait un peu de bulgare, mais donc on a eu comme ça une approche de la littérature contemporaine, mais c'était à l'époque, mais j'ai oublié depuis, donc ça me fait plaisir de voir un peu écrit déjà et d'entendre ensuite. Je vais commencer. Donc il y a deux extraits que je voudrais vous lire. L'un à cause de l'étranger, l'autre à cause de l'altérité. Je commence par ce superbe prologue. Et ce qui a été un moment extrêmement émouvant, j'en ai encore un peu la chair de poule quand j'y pense,
c'est que l'année dernière, il y avait les journées de la traduction du CITL en fait à Strasbourg, et nous étions 5 traductrices avec Gospodinov, et nous avons lu en même temps, enfin plutôt paragraphe par paragraphe, lui en bulgare, un paragraphe dans la traduction française, un paragraphe dans la traduction polonaise, etc. Et la toute fin, je, sommes, nous, a résonné dans toutes les langues en même temps. Et c'était très chouette, c'était très fort. Alors, je suis née à la fin du mois d'août 1913, être humain de sexe masculin. Je ne connais pas la date exacte. On a attendu de voir quelques jours si j'allais survivre, et c'est alors seulement qu'on m'a déclaré. C'est ce qu'on faisait avec tout le monde. Les travaux d'été touchaient à leur fin, il fallait rentrer pas mal de choses des champs, la vache avait tué un veau, il fallait s'en occuper. La Grande Guerre commençait. Une maladie de plus, outre toutes les autres maladies infantiles que j'ai attrapées, varicelle, rougeole, etc. Je suis née 2 heures avant le lever du soleil, mouche à vin, je mourrai ce soir après le coucher du soleil. Je suis née le 1er janvier 1968, être humain de sexe masculin. Je me souviens dans le détail de toute l'année 1968, du début jusqu'à la fin. Je ne me rappelle rien de l'année en cours. Je ne sais même pas son numéro. J'ai toujours été née. Je me rappelle encore le début de l'ère de glace et la fin de la guerre froide. Le spectacle de dinosaures mourants durant ces 2 époques est l'une des choses les plus insoutenables que j'ai jamais vues. Je ne suis pas encore née. Je suis à venir. J'ai moins 7 mois. Je ne sais pas comment on compte ce temps négatif passé dans le ventre. Je suis grand, je suis grande. On ne sait pas encore de quel sexe je suis. Comme une olive. Je pèse 1,5 gramme. Ma queue rentre petit à petit. L'animal en moi s'en va en me faisant signe de cette queue qui disparaît. Apparemment, j'ai été choisie pour être un être humain. Ici, c'est sombre et intime. Je suis reliée à quelque chose qui bouge. Je suis née le 6 septembre 1944, être humain de sexe masculin. Temps de guerre. Une semaine plus tard, mon père est parti sur le front. Le lait de ma mère s'est tari. Une tante sans enfant a voulu me prendre et s'occuper de moi, m'adopter, mais on ne m'a pas donné. Il paraît que j'ai hurlé de faim des mois durant. On me donnait à sucer du pain trempé dans du vin en guise de biberon. J'ai des souvenirs de moi nés comme buisson d'églantier, perdrix, ginkgo biloba, escargot, nuage de juin. Ce souvenir est fugace. Crocus mauve d'automne au bord du Halensee, cerisier précoce figé par une neige tardive d'avril, neige ayant figé un cerisier leurré. Je sommes nous. Alors, je sommes nous. En bulgare, c'est tout simplement je somme. As sme. Je me suis dit que je somme. Alors, somme, c'est ce qui est très bien, c'est qu'on a cette somme, justement, donc la somme de tous ceux que je suis. Mais je somme, quand la manière dont ça sonne, et non ça somme, la manière dont ça sonne fait que je somme, ça peut être le verbe sommer. Voilà, donc j'avais peur que ce ne soit pas compréhensible, c'est pour ça que je me suis dit, après avoir réfléchi, qu'il fallait que j'ajoute ce nous. Je, somme, nous. D'ailleurs, tiens, c'est la première fois en le lisant, pourtant ça fait je sais pas combien de fois que je le relis, que je vais plaisanter en disant à l'auteur, voilà, tu nous mets, ton narrateur est la somme de un homme né en 44, un homme né en 1913, une mouche, etc. Pas une seule femme. Donc là, c'est le fil conducteur de tout ce livre, c'est-à-dire l'empathie. Et je somme nous, c'est le fait que je puisse être dans tous les autres êtres humains. Ce qui me semble particulièrement important au XXIe siècle, 20e siècle aussi d'ailleurs. Donc là, c'est pour moi l'altérité. Dans toute identité, il y a plusieurs parts d'altérité. Un autre extrait que j'avais trouvé assez intéressant, vous verrez pourquoi. Alors là, c'est issu d'un roman policier que j'ai traduit, qui s'appelle Le Nobel. Je vais vous lire un petit peu en bulgare, puisque je l'ai écrit dans les
de langue. Четеше по 10 страници на ден, без речник, а когато нещо не разбираше, се опитваше да си припомни как бе написано в българския оригинал. Полека-лека свикна с езика и дори започна да намира удоволствие в четенето, особено когато беше сама в кабинета и можеше да чете на глас, за да упражнява произношението си. Книгата на Войнов й отвори очите за много неща. Donc c'est en fait c'est l'histoire d'un prix Nobel de littérature qui est d'origine chilienne, qui est anglais, qui arrive en Bulgarie, qui fait une conférence et ensuite il disparaît. Et comme la Bulgarie vient d'adhérer à l'Union européenne, ça fait désordre, donc bien sûr tous les policiers sont sur les dents. Et ce qui met sur une très mauvaise piste, c'est que disparaît aussi, on retrouve le cadavre d'un écrivain bulgare, Voinov. Et donc l'enquêteuse, la commissaire, lit d'abord les livres de ce Voinov en bulgare, ça lui dit rien, elle n'entre pas dedans. Et puis à la fin, tout à la fin du livre, elle, je vous dis pas comment il a disparu et pourquoi, elle le lit en... attendez que je dise pas de bêtises. Voilà, elle lit ce même écrivain bulgare, mais traduit en anglais. Donc elle le lit dans une langue étrangère. Elle lisait une dizaine de pages par jour, sans dictionnaire, et quand elle ne comprenait pas un mot, elle essayait de se rappeler comment c'était écrit dans l'original bulgare. Peu à peu, elle s'habitua à la langue et commençait même à trouver du plaisir à cette lecture, surtout lorsqu'elle était seule dans le bureau et pouvait lire à haute voix pour exercer sa prononciation. Le livre de Voinov lui ouvrit les yeux sur beaucoup de choses. Maintenant qu'elle le relisait à travers le filtre de la langue étrangère, elle se reconnaissait tantôt dans l'un des personnages, tantôt dans un autre, et cette reconnaissance l'emplissait d'une joie inquiète, comme si le livre avait été écrit pour elle, comme si son auteur l'avait écrit dans le secret espoir qu'un jour il finirait bien par tomber entre ses mains. C'était la première fois qu'elle se retrouvait dans un tel état. Une voix inconnue, qui lui parlait avec plusieurs voix, l'amenait à se sentir élue, lui donnant bien plus que personne d'autre ne l'avait fait auparavant. Au début, la lecture lui apportait un certain réconfort et l'oubli, puis elle y trouva de l'intérêt, et pour finir, elle commença à lui parler ouvertement d'elle-même. Donc ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que donc cette commissaire lit l'original qui est dans sa propre langue à elle, bon, elle accroche pas. Et là, tout à coup, on voit qu'il faut qu'elle passe par le filtre de la langue étrangère, comme le dit le texte, pour que tout à coup, elle ait l'impression que ce texte est vraiment écrit pour elle. Donc, je trouve que c'est un extrait qui va très très bien avec le titre de votre séminaire, La part de l'étranger, la part de l'étranger qu'on porte tous en soi. Alors, je pense vous parler en 3 temps. Premier temps, donc très personnel, que j'ai intitulé « S'enraciner, s'empatrier, se réfugier dans une autre langue ». Ensuite, voir comment justement cette fascination finalement pour l'étranger que j'ai eue depuis très longtemps m'a poussé à avoir une autre approche de l'histoire littéraire bulgare. Et donc je vais vous parler de 2 projets, les approches que j'ai de 2 projets qui touchent à l'historiographie bulgare. Et ensuite, eh bien, comment aussi ce rapport d'altérité, quelle pratique réflexive il induit chez moi, et notamment une pratique qui se réclame en fait de l'héritage de Méchonic. Alors, il se trouve que en vidant la maison de mon père qui est décédé il y a 5 ans, je suis retombée sur 2 journaux intimes, 2 journaux intimes que j'avais écrits, les seuls que j'ai jamais écrits de ma vie, lors de mes premiers séjours en Bulgarie. En 1976, j'avais 16 ans, et en 1979, j'avais 19 ans.
Je les ai trouvés particulièrement intéressants parce que voilà, c'était le regard d'une étrangère justement sur ce pays. Et on m'a demandé de les faire, j'ai pas le temps de les traduire moi-même en bulgare, donc je les ai fait traduire. Et je pense faire une grosse introduction sur, voilà, 76-79, ça fait combien? Ça fait 40, même plus, 50 ans plus tard, enfin à peu près, voilà. Oui. Et donc, alors, il se trouve qu'à côté de ça, je prépare un livre, en principe, pour la... Je ne sais pas si vous connaissez cette collection, si vous vous intéressez à la traduction, je vous la recommande beaucoup. La collection Contrebande des éditions La Contrallée. Et donc, je prépare un livre pour eux. Alors, comme je vous disais au départ, je me souviens quand on m'a présenté cette collection, puisqu'elle est animée aussi par la TLF, l'Association des traducteurs littéraires de France, quand on m'a parlé de cette collection, en me disant, bah tiens, voilà, si tu as envie, tu pourras nous proposer quelque chose. Et comme c'est une collection justement qui ne se veut surtout pas scientifique, qui se veut être le partage d'une expérience, en fait on a toute l'attitude pour écrire comme on veut, ça m'a effrayée. J'ai dit, ah non, moi je suis pas capable de parler de moi, je suis pas capable de parler autrement que dans des articles scientifiques. Puis en fait voilà, il a fallu que je passe la soixantaine pour que tout à coup j'ai envie de le faire. Donc j'ai commencé, mais j'arrive pas à trouver le temps de le faire, donc voilà, je le fais par à-coup. Et je me permets de vous citer un petit extrait donc, de ce que j'ai écrit, qui est le début un peu de... Enfin, bon, j'ai beaucoup compressé. Au commencement était la fascination pour l'autre, le désir de l'autre, ouvrant évidemment sur un imaginaire. C'est le lieu rhizome qui se déploie dans toutes les langues du monde. Bon, vous aurez évidemment reconnu Édouard Glissant derrière ça. Contrairement au lieu racine qui s'enfonce dans le même, qui m'a toujours étouffée, dans lequel je me suis jamais sentie chez moi. Relisant récemment l'un des 2 seuls journaux intimes que j'ai jamais tenus, le premier lors de mon premier séjour avec mes parents et mes sœurs en 1976, le second lors de mon 2e séjour seul car désormais majeur en 1979, je suis tombée sur une phrase qui m'a stupéfaite. Donc je cite mon journal. Nous sommes allés ensuite sur la place de la petite ville de Triavna, après avoir visité la maison-musée des 2 poètes, Petko et Petcho Sloveikov, père et fils. Cette petite place a beaucoup de charme avec ses pavés inégaux, ses boutiques d'artisans, tel ce cordonnier qui a réparé la sandale de Kunga, son école, sa tour à l'horloge, signe de sa prospérité, et enfin sa maison de vieux retraités emplie d'une ambiance feutrée, tapis, nappes et rideaux brodés, jeux de tric-trac. Nous avons bu un café turc excellent avec du biało sladko. Kancho et Kunka m'ont dit que cela évoquait des souvenirs d'enfance pour eux et que l'ambiance traditionnelle, les coutumes n'ont pas beaucoup changé depuis un siècle. J'avais l'impression de me créer des racines, donc ça c'est moi qui parle, car c'est ce qui me manque. Mes parents ont des souvenirs d'enfance comme ça, moi pas, je suis née dans un monde trop moderne. C'est donc dans cette Bulgarie au fort héritage ottoman que je me suis reconnue et dont j'ai voulu faire ma patrie entre guillemets. En bulgare on a 2 mots pour patrie, Otechество, qui comme en français repose sur père, mais aussi Rodina, la terre natale à laquelle te rattache la lignée, rod, de tous ceux qui t'ont précédé. Je retrouve bien dans ces lignes l'impression de ne pas être en harmonie avec mon temps qui m'a toujours pesé, impression certes illusoire qui repose sur un passé fantasmé, lequel, sans doute le début du XXe siècle en France et en Bulgarie avant la Première Guerre mondiale et la montée des fascismes en Europe. Ce qui m'a étonné en revanche, c'est que j'ai pu éprouver à l'époque un manque de racines. Aujourd'hui, je le sens comme une liberté. J'ai besoin des 2 langues, de les entendre, parler, écrire, lire. J'ai besoin des 2 pays. J'ai acquis la nationalité bulgare en 2008 pour mérite. Et le fait de ne pas appartenir entre guillemets à un seul me donne une liberté à laquelle je tiens et que je matérialise par mes 2 noms. Vrina, français, celui de mon père, et Nikolov, bulgare, du père de 2 de mes enfants. Je dirais plutôt aujourd'hui que je me suis empatriée ou enracinée dans la langue bulgare. Chaque fois que j'arrive à Sofia, dès l'aéroport, j'entends les premiers mots prononcés en bulgare. En général, c'est soit Zdravejte, soit Dober večer, c'est-à-dire salut, bonjour. Et je sais, ou plutôt je sens, je suis chez moi.
Traduire l'œuvre de Georgi Gospodinov, traversée par la nostalgie pour l'enfance, vécue comme une patrie, me fait réfléchir sur ma quasi-absence de souvenirs d'enfance et mon désir, besoin, point d'interrogation, très jeune, d'être autre, de ne pas me fixer dans une identité linguistique, culturelle, de me sentir et de passer pour bulgare en Bulgarie, française en France. Identité forcément plurielle. Or, c'est bien ce qui se joue aussi dans l'acte traductif. En traduisant, je me fonds dans des langues, des personnages, des imaginaires et des mondes multiples. Donc oui, j'étais très très surprise parce que, justement, comme je le disais au début, le lieu Racine, pour moi, c'est... Racine veut dire fixité, veut dire enfermement, veut dire donc appauvrissement, veut dire quoi encore, fixité, figement, clôture sur le même. Alors que pour moi, justement, un lieu rhizome, donc, l'altérité, en fait, c'est le décentrement, l'élargissement, l'enrichissement. Donc, qu'à 19 ans, j'ai écrit que j'avais le sentiment de faire mes racines, ça m'a vraiment beaucoup, j'avais oublié bien entendu, ça m'a rendu assez perplexe. Et plutôt qu'étranger, je pense que j'ai plus besoin d'altérité, parce qu'il y a toujours une pluralité d'identités, bien entendu, en soi, en chacun de nous, parce que l'autre en tant qu'autre m'attire, parce que altérité et identité se fondent plus, me semble-t-il, qu'étranger et identité. L'étranger est entouré de frontières, et donc de clôtures. Alors, mon parcours, donc il se trouve que tout simplement, j'ai eu une chance inouïe, je pense, quand je vois combien de personnes jeunes, combien mes propres enfants d'ailleurs, se cherchent, ne savent pas trop ce qu'ils ont vraiment envie de faire. Un de mes fils qui a eu un parcours très linéaire et assez prestigieux finalement est en train de, à 30 ans, tout remettre en question. Il se trouve que quand j'avais 13 ans, donc on m'a envoyé un avenir, on m'a envoyé une langue, on m'a envoyé un avenir. Donc tout simplement, on habitait dans une maison et un soir, les voisins frappent à la porte et disent bah, écoutez, voilà, on a pris un couple en stop. Il se trouve que ce sont des Bulgares. Est-ce que vous voulez venir prendre l'apéritif? Moi, la Bulgarie, je ne savais pas où c'était. Je pense que mes parents ne savaient pas trop non plus exactement où c'était. J'ai dit bon, non, je reste à la maison. Et heureusement, le destin veillait. Mes parents sont revenus avec les Bulgares. Ils avaient compris que c'était un petit peu cher pour eux. Et de toute façon, ils avaient dû laisser un petit garçon de 1 an en Bulgarie comme otage de régime, comme signe qu'il ne partirait pas du pays. Et donc, ils sont restés 2 jours chez nous. Ils parlaient français. Ils étaient beaux, ils étaient intelligents. Ils avaient une 30aine d'années. Et là, quand j'ai entendu cette langue, je ne peux pas dire ce qui s'est passé, mais ça a vraiment été une sorte d'évidence. Voilà, je veux que ce soit ma langue et je veux la parler comme eux. Ils m'ont envoyé, alors eux ils étaient émerveillés évidemment, une petite française, surtout qu'à l'époque, les gens de l'Ouest qui s'intéressaient à la Bulgarie, on n'était pas beaucoup, puisqu'en 73 on était quand même en plein régime communiste. Ils m'ont envoyé un livre, un manuel qui était hautement idéologisé, qui se terminait toujours par gloire au passé, au Parti communiste, etc., qui était écrit pour des Français. J'ai appris comme ça au début. Et puis donc en 76, nous sommes allés pour la première fois, on a pris le train, 2 jours de nuit pour la Bulgarie, et là ils nous ont fait visiter beaucoup de choses en fait du pays. Et puis en 79, donc j'y suis retournée toute seule, et là pareil, on a visité pas mal d'endroits. Et d'après, j'ai retrouvé ça dans mon journal. J'avais instauré, parce qu'eux ils avaient envie de parler français, moi j'avais envie de parler bulgare, et donc j'avais instauré une sorte de règle, le matin on parle français, l'après-midi on parle bulgare, ou l'inverse. Et puis je me revois encore, et excusez-moi parce que c'est toujours très émouvant pour moi en fait ce moment. Je me revois donc à la gare de Sofia, au bout d'1 mois et demi, je ne sais plus combien j'avais passé de temps, rentrant pour la Bulgarie, et pleurant comme une madeleine parce que ça avait été un été fabuleux. Je me disais ouais, mais est-ce que l'année prochaine j'aurai encore un visa, parce que j'ai toujours eu cette peur en fait sous le régime communiste de dire des choses qui
qui pour moi allait de soi, puisque j'avais l'habitude de parler en liberté, de faire des choses qui pourraient soit faire que on ne m'accorde pas de visa, soit pire encore, que mes amis bulgares aient des problèmes. Et donc, je pleure, mais je ne savais pas du tout ce qui m'attendait. Et ce qui m'attendait, c'est qu'en fait, sur le quai de la gare de Lyon, mes parents m'ont appris que pendant que j'étais en Bulgarie, j'avais une sœur qui était morte en France. Et j'ai réussi pendant 3 mois à faire comme si c'était un cauchemar dont je me réveillerais. Et en fait, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que le bulgare, je me suis réfugiée dans le bulgare, ça a été vraiment ma planche de salut. Et je me souviens, j'écoutais beaucoup de musique liturgique bulgare à l'époque. Et c'est là où j'étais en classe prépa, j'étais Henri IV en Hippocagne et en Cannes, puisque je me préparais pour être, à l'époque je pensais me préparer à être prof de lettres classiques. Et donc c'est là où je me suis dit, mais ça a vraiment été l'élément déclencheur. Et ceux d'entre vous qui ont fait peut-être l'expérience d'un deuil de quelqu'un de très proche quand on est jeune, il est évident que le deuil en fait vous permet vous-même de ressusciter autre en fait. Je crois que d'abord parce que à 19 ans quand on apprend, quand on se rend compte plutôt, on se rend compte qu'on est mortel, on se dit que eh bien oui, on se rend compte que la vie va passer très vite et que moi ça a été ça. Ça a été ne pas vouloir en perdre une miette, non pas en m'amusant, mais justement en écrivant, en traduisant, etc. Et donc c'est là où en fait je me suis inscrite aussi en bulgare et je suis allée jusqu'à l'agrégation de lettres classiques, mais finalement très vite j'ai laissé tomber les lettres classiques et ça a été le bulgare qui a été ma vie. Et puis en 85, une prof me dit mais vous avez fait des classes prépa et tout, vous avez fait des lettres classiques, donc vous traduisez beaucoup, est-ce que vous voudriez traduire un texte bulgare? Et c'est comme ça que tout a commencé pour la traduction. Alors, après j'ai continué à aller en Bulgarie chaque année. J'ai vécu, j'ai donc été mariée en Bulgarie. Et en fait, très tôt, j'ai refusé de comparer les deux pays. Ils étaient absolument incomparables. Je voulais vraiment m'approprier, justement, boire, si je puis dire, tout ce que je voyais, tout ce que j'assimilais. Et c'est vrai que quand on est très jeune, on assimile beaucoup de choses. À tel point que, et puis bon, j'ai quand même vécu les étés, la Bulgarie communiste de 76 la première fois jusqu'en 89, et je m'aperçois qu'il y a des choses qui me semblent tellement évidentes et qui finalement ne le sont pas par la réaction d'éditeurs qui me disent ah ben là peut-être qu'il faudrait une petite note de bas de page parce que ou alors qui me disent mais ça c'est pas logique. Un exemple, par exemple, dans une de mes dernières traductions, alors là, c'est pas de l'époque communiste, mais c'est l'époque qui a suivi la chute du régime, et ça a été des années extrêmement difficiles, parce que passer donc d'un régime qui est totalitaire à l'apprentissage de la démocratie, passer d'une économie totalement fermée sur elle-même à l'économie de marché, ça a été épouvantable. Ça a été une crise très 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 dure et pendant plusieurs années, par exemple, il y avait plus pendant une petite dizaine d'années, par exemple, il y avait plus de librairies. Les gens n'avaient pas l'argent, tout simplement, les libraires n'avaient pas d'argent pour louer une librairie. Et je me souviens, c'était la place centrale maintenant, vous aviez des étals. Et puis c'est à la fin des années 90, début du 21e siècle, qu'on a revu des librairies. De même, vous aviez plein de personnes qui avaient des caves, mais qui sont à ras de, pas souterraines, mais à ras de la rue. Donc vous avez des petits soupirails qui donnent sur la rue.
des fenêtres qui donnent sur la rue. Et bien là, vous aviez des gens qui s'étaient reconvertis qui faisaient venir des produits de Turquie ou de Grèce et qui les revendaient. Et donc dans une de mes traductions, il y a un petit garçon qui se penche pour parler aux vendeurs. Pour moi, c'était évident. Et l'éditrice me dit: là, Marie, je pense que vous n'avez pas compris le texte. C'est pas possible. Le petit garçon, il est petit. Comment il doit se pencher pour pouvoir acheter quelque chose? Au contraire, la fenêtre du magasin doit se trouver bien. Voilà. Donc, tout ça pour dire que... alors, il y a autre chose aussi, je pense, qui a beaucoup influencé ma manière de traduire et de faire que je me retrouve bien des années plus tard chez Méchonique, c'est que, donc, comment dirais-je, l'élément déclencheur, en fait, ça a été la musique de la langue. Ça a été des sonorités, ça a été une intonation, ce qui fait que, comme je disais, au départ, j'ai toujours besoin de l'écouter, de l'entendre. Et alors, après, c'est vrai aussi que si je regarde un petit peu l'heure quand même, si je me souviens, étonnamment, alors il se trouve que mes parents m'ont jamais lu d'histoire pour aller au lit, mais ma mère a eu l'idée géniale parce que je m'ennuyais de m'apprendre à lire quand j'avais à peine 4 ans. Et finalement, si je regarde les premiers livres un peu plus sérieux que j'ai lus, parce que j'avais une grand-mère qui était très très bigote, et il y avait toute la comtesse de Ségur chez elle. Or la comtesse de Ségur, je ne sais pas si vous savez, mais c'est la fille du comte Rostopchine, qui, alors la légende veut qu'il ait mis le feu à Moscou pour empêcher les troupes de Napoléon de s'emparer de Moscou. Et dans la comtesse de Ségur, vous avez plusieurs personnages russes. Et je me souviens, ça me fascinait. Ça a été mon premier imaginaire russe finalement, qui est sans doute très peu russe. Après, je me souviens que je me suis politisée très très vite. J'avais des parents qui étaient militants. Mais les premiers livres de littérature que j'ai lus, c'était pas la littérature française. Je l'ai découverte finalement plus tard en fait, en première avec Proust, ça a été le déclencheur chez moi. Mais je lisais en traduction Tolstoï, je lisais Dostoïevski. Et je me souviens que ce qui me mettait très mal à l'aise, c'est que je lisais Tolstoï, donc voilà, je lisais des histoires qui étaient censées se passer en Russie. Et alors, c'est vrai qu'à l'époque, même si vous avez au début de Guerre et Paix, mais j'ai pas dû faire attention à cela quand j'avais 14-15 ans, vous avez évidemment des italiques, des astérisques qui vous disent que le texte est en français dans l'original. Donc peut-être qu'effectivement eux-mêmes s'appelaient par des prénoms français, je ne sais pas, mais ça me choquait parce que j'étais en Russie et c'était le prince Basile, la princesse Marie. Moi j'attendais des Maria, des Vassili, je ne sais quoi, voilà. Et donc je pense que ça a dû beaucoup jouer ensuite sur la manière que je ne voulais surtout pas franciser mes textes dans ma traduction. Alors, donc, deuxième volet, comment cette intégration, je dirais, assez intime de l'étranger ou de l'altérité alors, plus le fait peut-être qu'aussi, je me souviens quand j'étais en Hippocagne, j'ai un peu hésité finalement entre l'histoire et les lettres classiques, ce qui fait que mon intérêt en fait littéraire, je n'ai pas dans l'analyse de texte, mais dans l'historiographie littéraire. Donc je publie beaucoup justement et je réfléchis beaucoup sur l'historiographie littéraire, et je pense que ce n'est pas un hasard si donc là j'ai un grand chantier, plutôt un grand projet en chantier. Le chantier, je l'ai commencé, un autre pour lequel j'ai écrit plusieurs articles, et je me dis qu'un jour, mais je vais attendre d'être à la retraite et d'avoir du temps pour en faire sans doute un livre. Donc le premier chantier, c'est une autre approche de l'histoire de la littérature bulgare, que j'appelle, et vous comprendrez pourquoi, cheminement dans l'espace littéraire bulgare. Donc ce qui est important, c'est cheminement, et deuxièmement, c'est l'espace littéraire bulgare.
Donc cheminement dans l'espace littéraire bulgare du 9e au 21e siècle, circulation, institution, imaginaire au pluriel. Et le deuxième cheminement, le deuxième projet, c'est ce que j'appelle les langues ignorées de l'espace littéraire bulgare comme non-lieu de mémoire. Et donc, après avoir collaboré avec un historien, pas un collègue parce qu'il avait été mon prof à moi-même, un historien sur une histoire de la Bulgarie, et il m'avait demandé de faire de faire des chapitres. J'en ai fait 4 sur la littérature bulgare. J'avais envie donc de faire une histoire de la littérature bulgare puisqu'il n'y en a pas en France. Et heureusement que j'en ai pas trouvé le temps parce que très vite je me suis investie j'ai pris des responsabilités à la fac. Heureusement que je n'en ai pas eu le temps parce que j'aurais reproduit finalement le discours littéraire critique qui avait cours en Bulgarie à l'époque. J'aurais fait quelque chose d'extrêmement classique que je ne supporte plus trop, à savoir le grand récit national linéaire et donc téléologique, forcément avec... vous avez des catalogues de courants, des catalogues de noms, des catalogues d'œuvres, bien. Des catalogues d'hommes seuls, comme disait Barthes. Et donc ce que j'ai mis en chantier, c'est un ouvrage qui est collectif. J'aurais aimé qu'on soit plus de chercheurs qui ne soient pas bulgares, mais en fait on est très peu. Moi-même en fait je suis la seule enseignante chercheuse sur la littérature bulgare en France, et il fallait quand même, étant donné que c'est un ouvrage que je voudrais ensuite dans les 2 langues. Au départ je pensais plutôt je le concevais pour paraître d'abord en français, mais finalement puisqu'on est très peu, on est combien ? On est 3 qui connaissons le français, qui sommes bulgares ou françaises, donc, mais en France. Un collègue qui est flamand, Belgique flamande, donc lui il écrit aussi en bulgare. 2 collègues polonaises, 2 collègues allemands, mais c'est tout finalement. Et j'aurais voulu qu'on soit beaucoup plus. Parce que, encore une fois, je crois beaucoup justement au croisement des perspectives intérieures-extérieures. Et donc, ce cheminement, j'avais 3 objectifs qui partaient donc du constat d'absence ou d'insuffisance. Donc, absence d'une historiographie, d'une histoire bulgare, de littérature bulgare en France. Je voulais aussi contribuer donc par le décentrement opéré à renouveler l'historiographie littéraire bulgare et plus généralement, ça c'est très ambitieux, je ne sais pas si on y arrivera, mais proposer une approche qui puisse contribuer à renouveler l'histoire de littérature non occidentale. Donc, je partais du constat que l'historiographie littéraire bulgare repose sur 2 types d'organisations qui sont assez classiques, je dirais, soit chronologique, donc le grand récit linéaire, soit thématique, une constellation, si vous voulez, d'ouvrages qui, je ne sais pas, par exemple, j'ai une collègue qui a écrit un livre très intéressant, pareil, collectif, qui est le canon qui n'a pas pu avoir lieu, c'est-à-dire en fait toutes les femmes, parce que le canon littéraire, comme beaucoup de canons littéraires, est très masculin, et donc là c'est un ouvrage qui est centré sur les autrices. Vous avez sinon la littérature, toute une collection sur le réalisme socialiste, sur la littérature de la période communiste. Donc des constellations d'ouvrages thématiques. Et la dernière en date, donc le dernier grand récit national en date, qui date de 2001, donc, mais qui en fait n'est pas très nouveau par rapport à ce qu'avait déjà fait cet auteur, Svetozar Igov, par rapport... il avait déjà écrit des histoires littéraires avant la chute du régime, et ce qu'il a fait paraître en 2001 reprend beaucoup en fait ce qu'il avait fait avant. Il lit de manière vraiment indéfectible corpus et canon littéraire à nation, à identité nationale, et finalement son histoire transmet donc une conception de cette littérature comme ce qui a été écrit à la fois sur les territoires considérés comme bulgares et en langue bulgare, puisque vous savez que au XIXe siècle, tous les États-nations qui sont nés
de la chute des empires ottomans, austro-hongrois, principalement, se sont construits sur l'adéquation entre une langue, une nation, une langue, une littérature. Je trouve ça d'autant plus dommage finalement, encore plus dommage pour les États issus de l'Empire ottoman, parce que même si tout n'était pas rose, bien entendu, aucune occupation, si je puis dire, et celle-ci a duré 5 siècles en Bulgarie, n'est bien vécue, mais en tout cas, si vous voulez, contrairement à d'autres empires, contrairement à, par exemple, nous, ce qu'on a fait au Maghreb, en Algérie, les Ottomans n'ont jamais interdit de langue. Alors, je sais pas comment ça s'est passé pour la partie arabe, en fait. Moi, je parle de la partie européenne de l'Empire ottoman. Dans la partie européenne de l'Empire ottoman, aucune langue n'était interdite, mais aucune langue n'était imposée. Le turc ottoman était une langue d'administration qui ne correspondait pas d'ailleurs à la langue vernaculaire. Je ne sais pas s'il était imposé dans les parties de l'Empire qui étaient arabophones, je ne sais pas. Et donc, ce qui est absolument fascinant quand on lit les mémoires de Bulgares qui ont vécu donc, dans la période ottomane, c'est que il vous parlait évidemment le bulgare, il vous parlait le grec, il vous parlait le turc, il vous parlait ceux qui ensuite qui avaient fait leurs études en Russie parlaient le russe, il vous parlait français. Enfin, c'était assez fascinant. Moi, ça me fascine en tout cas. Et tout à coup, création d'un État-nation, et ça, j'en reparlerai. Donc, il y a cette adéquation. Tout à coup, la littérature bulgare, c'est pour ça que je parle d'espace littéraire bulgare et non pas de littérature bulgare, puisque la littérature bulgare, c'est ce qui est écrit en Bulgarie et en bulgare. Ok ? Cette historiographie aussi reprend à son compte une conception de la nation et d'identité qui date de l'époque de la fabrique des identités nationales. Donc, je vous renvoie évidemment aux ouvrages à la fois de Anderson et de Anne-Marie Thiès. Elle n'échappe pas non plus à une sorte de positivisme mêlé de conception marxiste de l'histoire qui produit une vision donc linéaire et téléologique des processus littéraires dans lesquels les courants, qui sont bien sûr calqués sur ceux des littératures occidentales alors que ça ne marche pas du tout, enfin ça ne marche pas forcément, les auteurs et les œuvres résultent des facteurs qui les précèdent et les provoquent. Bon, vous avez une guerre, et donc, bien sûr, sous le coup de la guerre, les auteurs, voilà comment ça se traduit dans l'écriture. La littérature, Dieu merci, est beaucoup plus complexe que cela. Et on retrouve plusieurs couples d'opposition qui sont largement repris sans être interrogés. Nous, les autres. Identité, altérité. Européanisation, balkanisation, Orient. Retard, rattrapage, développement accéléré. Mais ça, le nombre d'historiographies littéraires qui reprennent cette rhétorique du retard par rapport à l'Occident qu'il faut rattraper, mais c'est étonnant. Alors premièrement, qu'est-ce que c'est qu'un retard en littérature? J'aimerais qu'on me le dise. Et deuxièmement, quand on lit Moretti, c'est assez intéressant aussi de voir que la propagation, par exemple, du roman, et moi ce que je vois, c'est que dans tout l'Empire ottoman, je dirais que avec comment dirais-je, une différence temporelle de 40 ans peut-être, on traduisait donc soit en turco-arménien, en turc, en grec, en bulgare, bref, dans les territoires de l'Empire ottoman, dans les différentes langues, on a traduit les mêmes livres. C'était souvent la littérature qui d'ailleurs a disparu du canon français parce qu'on estime que c'est la littérature populaire. Donc je sais plus, Marie, son prénom j'ai oublié. Bref, un peu aussi, vous savez, comme Ponson du Terrail, puis les aventures de Rocambole, etc. Ce qui fait que d'ailleurs, quand on consulte à un temps T les traductions qui sont faites, on s'aperçoit de ce que pouvait peut-être être le canon finalement de l'époque, qui a totalement changé. Mais ce que je disais, oui, c'est que certes, vous avez, ou quand on voit aussi, par exemple, les Lumières dans l'Europe, une différence de 40 ans
bien sûr qu'à échelle humaine, c'est beaucoup, puisque c'est presque la moitié d'une vie. Mais à échelle de l'histoire, c'est rien du tout. Donc peut-on vraiment parler de retard ? En tout cas, je ne considère pas qu'il y ait de retard. Et c'est pour ça que maintenant, ça m'agace beaucoup, la fameuse formule que j'ai moi-même écrite, d'ailleurs. Mais ce n'est qu'en 1900 machin que, je sais plus, que la poésie entra, bon bref, vous voyez, donc ce n'est que, veut dire, ça pénètre dans ce champ littéraire avec du retard. Et puis aussi, autres oppositions que l'on trouve dans toutes les langues balkaniques, eh bien, influence extérieure, opposé à développement intrinsèque d'une littérature, moi je sais pas trop ce que c'est, développement naturel entre guillemets, développement organique, parce qu'on aime bien les métaphores organiques dans l'histoire littéraire, etc. Alors, on peut se poser la question, vouloir s'affranchir du cadre national, puisque mon ambition c'est de faire une histoire transnationale, en tout cas une approche transnationale de la littérature bulgare pour montrer justement toutes les circulations qui ont eu lieu. On n'a pas attendu la globalisation du XXIe siècle pour que toutes ces circulations aient lieu. C'est extrêmement fascinant de voir combien les textes ont circulé, les idées ont circulé, les thèmes ont circulé, des processus ont circulé depuis très très longtemps. Donc vouloir s'affranchir du cadre national et du grand récit téléologique, on peut se poser la question, est-ce que ça participe d'un engouement, puisqu'on le voit, on en voit beaucoup maintenant. Vous avez donc, pour les littératures d'Europe centrale et orientale, vous avez plusieurs tomes de Cornice Pope et John Neubauer. Je pense aussi à la manière dont Patrick Boucheron a organisé son histoire mondiale de la France, ce qui est repris plus ou moins d'ailleurs, je vous dirais, c'est aussi mon principe par date, ce qui est repris par Alexandre Geffen dans son projet d'histoire mondiale des littératures. Donc, est-ce que finalement je suis victime d'un engouement et d'une mode plus que d'une nécessité épistémologique et pratique. En d'autres termes, donc, si on prolonge le geste destructeur du grand récit national linéaire téléologique fondé sur l'unicité totalisante, c'est pour construire ou proposer quoi ? Donc dans le cas précis de l'espace littéraire bulgare, pour moi, il s'agirait de retrouver cette diversité perdue lors de la création d'un État-nation, de donner une nouvelle visibilité et une nouvelle légitimité à des textes qui ne sont pas ajustés au canon national, pour des raisons linguistiques, pour des raisons sociales, pour des raisons de genre, des raisons de traduction, des raisons d'idéologie. Et donc, in fine, c'est la notion même de littérature bulgare qui devrait en sortir déstabilisée, dans les définitions qui lui en est ou non données, dans les fonctions qui lui sont ou non attribuées. En effet, ne trouve pas la place qu'elle devrait avoir, et ça c'est mon deuxième chantier, ce que j'appelle donc les langues ignorées de l'espace littéraire bulgare, la situation de colinguisme et de diglossie, caractéristique des territoires bulgares, qui ont donc été incorporés pendant 5 siècles au sein de l'Empire ottoman pluriel, pluriculturel, plurireligieux, plurilingue, où ont cohabité donc des langues, des cultures, des religions, puis l'État-nation bulgare à partir de 1878, où ont été écrits, où ont été copiés, où ont circulé tout simplement, même s'ils n'ont pas été écrits sur les territoires justement bulgares, des textes qui ont été écrits donc en vieux slave, en slavon, en bulgare, en grec, en turc-ottoman, en persan, en arabe, en turc, en arménien, en hébreu, en ladino. Donc tout cela est totalement passé sous silence dans l'historiographie littéraire bulgare, et c'est un petit peu dommage parce qu'on n'arrête pas de vous dire que les siècles à part le 19e, en gros, du 14e au 18e siècle, ce sont ce qu'on appelle, ce qu'on trouve sous l'appellation les siècles sombres, hein, où il n'y a rien. Il n'y a pas grand-chose parce que tout simplement la littérature bulgare est restée dans le giron de l'Église orthodoxe, et que donc effectivement et puis que surtout
Il n'y a pas eu encore d'enseignement dans la langue vernaculaire, ce qui fait que vous aviez un taux d'analphabétisation qui était très fort, et que surtout les textes écrits jusqu'au 19e siècle, jusqu'à la fin du 18e siècle, les textes écrits l'étaient en slavon, donc langue d'église, qui n'était plus compréhensible pour les Bulgares eux-mêmes. Et donc, si on considérait tout ce qui a circulé dans les autres langues, on pourrait se dire qu'au contraire, c'est assez riche. Sauf que, évidemment, l'historiographie littéraire bulgare traditionnelle considère que ce n'est pas bulgare. Elle ne le fait pas entrer. De même, l'écriture des écrivaines, des traductrices, depuis le milieu du 19e siècle, elles n'ont quasiment pas droit de citer dans ces historiographies. Les écritures migrantes, c'est-à-dire les écritures des écrivains qui écrivent dans d'autres langues parce qu'ils ont émigré, parce qu'ils ont vécu dans d'autres pays, etc., etc. Et donc, c'est... quelle heure est-il ? Ah, il faut que je commence à accélérer un petit peu. En gros, donc, la manière dont je veux concevoir dont j'ai conçu ce projet, je le conçois avec des espèces de grands chapeaux qui vont être ce que j'appelle justement les espaces littéraires bulgares. Donc c'est une sorte de... Je joue avec la géographie et l'histoire en faisant une périodisation géographique. Ça peut paraître un peu oxymore ou paradoxal. C'est-à-dire que j'envisage, si vous voulez, pour moi, l'espace littéraire bulgare, c'est l'espace qui a bougé suivant justement des grandes périodes. C'est un espace avec en son cœur ce qui est la Bulgarie actuelle et une partie de la Macédoine actuelle. Et dans la nébuleuse, ce que j'appelle, c'est en fait tous les autres espaces culturels, linguistiques, littéraires avec lesquels eh bien, les écrivains bulgares ont échangé, les textes ont circulé. C'est pour ça que je parlerai par exemple pour moi le premier espace littéraire bulgare, c'est l'espace littéraire byzantin. Après je parle d'espace littéraire ottoman, d'espace littéraire de l'Europe occidentale. Ensuite, alors lui il dure pas longtemps, Dieu merci, entre 47 et 56 l'espace littéraire soviétique. Et puis, à partir du dégel, l'espace littéraire, finalement, du monde, où cette littérature bulgare s'ouvre de plus en plus au monde. Et à l'intérieur de ces grands chapeaux, qui feront 2 pages simplement, mais pour donner des repères quand même un peu temporels à un lectorat qui ne connaît pas cette littérature, et bien là, je vais adopter donc le principe que j'ai pris à Denis Ollier, avant qu'il soit repris par Boucheron, etc., c'est quand même à Denis Ollier qu'il faut rendre, donner à César ce qui revient à César, c'est-à-dire choisir des dates agraphes qui sont ensuite le prétexte à des développements et qui permettent aussi de créer des ponts, de briser cette linéarité. Voilà pour ce qui est donc de la littérature. Alors. Et ensuite, pratique traductive, donc réflexive, traduire en méchonicienne. Lorsque je traduis, je crois que j'ai vraiment 2 impératifs de méchonique que j'ai découverts en préparant mon habilitation en 1999 et en 2000. Et j'ai eu la chance de tomber sur lui parce qu'à l'époque, je travaillais et vivais à Budapest. Et donc, j'avais pas, la médiathèque de l'Institut français où je travaillais, vous n'aviez pas méchonique, mais voilà, je dirais que de recoupement en recoupement, de l'intérêt de lire les bibliographies, je suis tombée sur méchonique et sur Berman. Et donc 2 impératifs de méchonique. En fait, si vous voulez, avant, j'avais lu, j'avais commencé par ce que je connaissais vaguement, c'est-à-dire évidemment la théorie de Seleskovitch, les it. Puis là, je me disais, mais c'est pas possible. Enfin, moi, en tant que traductrice littéraire, ça me dit rien ce que je vois. On est dans la langue, dans une langue qui est normée. Les textes que je traduis, voilà, ils ont tous chacun leur langue. Donc, si vous voulez, l'idée que c'est ce que je dis toujours à mes étudiants. En tant que traductrice littéraire, le bulgare, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est que le français. Le bulgare de tel auteur, même de tel texte d'ailleurs, le bulgare de tel texte, je sais ce que c'est.
le français de tel texte aussi, le français de la recherche du temps perdu, je sais ce que c'est. Le français des petits chevaux de Tarquinia, par exemple, de Marguerite Duras, je sais ce que c'est aussi. Donc l'idée, si vous voulez, que chaque texte a sa propre poétique, qui est son rythme, et je pense que passer aussi, donc, comment dire, avoir le sentiment d'avoir des altérités en soi qui se fondent, peut-être que ça permet aussi de mieux comprendre ce que Méchonic entend par la pensée du continu, qui l'oppose au discontinu. Hein. Et donc, à chaque fois, je me demande, voilà, ici, qu'est-ce que ce texte, est-ce que ce texte fait à sa langue quelque chose qu'il est seul à lui faire ou pas? Et dans ce cas-là, je vais faire quelque chose à ma langue que je vais être seul à lui faire ou pas. Et il faudra ensuite que je bataille et que avec certains correcteurs, préparateurs de copies, pas tous, Dieu merci. Et surtout aussi, il faut que je fasse en sorte que mon œil ne se contente pas de voir, mais qu'il entende aussi. Et pour cela, j'ai eu pas mal, dans ce livre-là, et puis aussi, je vais plutôt vous donner des exemples à partir du dernier roman de Gospodinov que j'ai traduit, qui devrait paraître à la rentrée littéraire, Le jardinier et la mort. Texte extrêmement personnel de l'auteur, qui encore plus personnel que son premier roman, un roman naturel, puisque là, il revient, il a eu besoin d'écrire les 15 derniers jours de son père. Son père avait mal au dos, bon, ok, mais comme il s'occupait beaucoup de son jardin, personne ne s'est beaucoup inquiété. Puis à un moment donné, quand même, le fils lui dit, bah, écoute papa, ça y est, je t'ai pris, il habite en province, il habitait en province, papa, viens à Sofia, je t'ai pris des rendez-vous avec les médecins. Et là, en fait, on s'aperçoit qu'il a un cancer, mais avec des métastases partout. Et en 15 jours, son père est parti. Et donc, on renoue un petit peu avec le roman naturel qui décrivait une expérience tellement difficile à raconter qu'il fallait zigzaguer continuellement, diverger du divorce, qui en même temps était aussi une allégorie, bien entendu, du divorce de la Bulgarie d'avec son régime communiste, puisque c'était un des mots d'ordre, donnez-nous le divorce, un des mots d'ordre contre le régime à l'époque. Et là c'est pareil, donc arrivé au moment où le père est mort, d'écrire les derniers moments, en fait c'est tellement compliqué qu'il va chercher dans l'arsenal des histoires drôles de son père. Et il dit, donc il va chercher Smeszny historii za śmieszny случай. Donc vous avez déjà historii случай. Bon, il faut dire que c'est assez facile en bulgare de faire des rimes, puisque le pluriel est en i. Mais smeszny, qui veut dire drôle, speshny, qui veut dire d'urgence, oui, urgent. Bon. Et en bulgare, vous avez une seule lettre qui les distingue. Et là, franchement, enfin, on peut pas traduire des histoires drôles pour des occasions, pour les occasions d'urgence, pour les cas d'urgence. Pas possible, parce que sinon, on perd tout. J'ai passé un petit temps à surfer sur les dictionnaires de synonymes. Et voilà, le mieux que j'ai pu trouver, bien entendu, impossible de trouver la même adéquation, c'est-à-dire une seule lettre qui... Mais histoire plaisante pour occasion pressante. Voilà. Alors, histoire, occasion, il n'y a pas de rime, mais la rime se fait entre plaisante et pressante, et surtout, voilà, présent, sans. Bon. Après, vous aviez, il y a deux passages que j'aime beaucoup. Il fait très souvent appel à l'Iliade et l'Odyssée. Et donc, à un moment donné, il revient sur la manière dont Ulysse revient. Et si vous vous rappelez, Ulysse, évidemment, c'est son chien qui le reconnaît tout de suite. Son père ne le reconnaît pas tout de suite. Il est obligé de rappeler à son père deux épisodes. Et donc il dit
Czytać stichové i anticznego i umirotvorenie, mais ispeoba. Donc il utilise deux mots. Un mot qui existe en bulgare et un mot qu'il forge. Umirotvorenie, on a le mot mir qui est la paix en bulgare. Et il se trouve que pour dire Omer, c'est Omir. Donc de Umirotvorenie, il fait Omirotvorenie. Et là, je me suis dit, je vais jamais réussir à trouver quelque chose. Bon, c'est infiniment plus... Ça coule infiniment mieux en bulgare, évidemment. Et donc, j'ai finalement traduit par je lis ces vers et une antique tristesse. Alors, lui, il dit une antique tristesse et un antique apaisement, du coup. Umirotvorenie, c'est plutôt l'apaisement. Je lis ces vers et une antique tristesse, une antique harmonie, une homéronie m'envahit. Donc voilà, j'ai changé apaisement pour harmonie en me disant qu'après tout, c'était pas si éloigné que ça, et en jouant avec harmonie, homéronie. Bon, c'est un brin tiré par les cheveux, je vous le concède, mais je voulais quand même avoir qu'on garde ce jeu de mots. Alors, ce qui a été aussi compliqué, donc il dit qu'il était près de son père, il y avait des moments où il s'allongeait près de son père, il lui tenait la main, etc. Et il l'apaisait. En fait, le père avait des douleurs terribles parce qu'il avait des métastases dans les os. Il était sous fentanyl, etc. Et il dit à un moment donné, Obashtinyavach go osinoviavach bashtasi. Govorek se snagovite dumi. Alors, là, on a un verbe qui existe en bulgare, le verbe adopter, sauf que le verbe adopter en bulgare, il repose sur la racine du mot sin, qui veut dire le fils. Tandis qu'en français, ça n'a rien à voir. Et il forge sur osinoviavam, donc sin, étant donné que père c'est bashta, il fait obashtinyavam, donc un néologisme. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'ai retourné dans tous les sens, j'ai pas trouvé. Je l'ai traduit différemment dans le recueil, et j'aime pas la manière dont j'ai traduit dans le recueil, vous verrez. Je crois que... Mais en même temps, c'était autre chose. Là, c'est le bébé qui arrive, la petite fille, et qui finalement, c'est parce qu'elle nomme son père et sa mère, qu'elle leur donne leur fonction de père et de mère. Je crois que j'ai dit qu'elle paternait, qu'elle maternait, mais bon, c'est pas génial, parce que paterner, materner, c'est autre chose. Et là, j'ai totalement changé, et j'ai essayé en fait de jouer plutôt avec le rythme. Donc je me faisais son père, il devenait mon fils. Voilà. Donc si vous voulez, c'est encore une fois le fait d'avoir aimé une langue pour ses intonations, pour ses sonorités, fait que pour moi il n'y a pas de ou et ou. Le ou de l'admiral, c'est... J'ai du mal à être respectueuse lorsque je parle de Jean-René l'Admiral. Il faut dire qu'en plus, il fait quand même très fort. Hein. Peut-être que tu peux expliquer. Ouais. Pardon. Ouais, je pense que Alors, sur l'idée de... Jean-René l'Admiral, c'est quelqu'un qui est encore très... Sur les ondes, dès qu'on vous parle de traduction, on l'invite encore. Jean-René l'Admiral, en fait, c'est un peu le représentant, je dirais, de la traductologie classique, traductologie traditionnelle, qui, en fait, est dans la langue et pas dans la littérature, pour moi. Et ce qui fait que si vous lisez ces théorèmes, c'est lui qui a théorisé, vous savez, cette différence entre sourcier et cibliste, lui-même se disant cibliste. Les sourciers seraient ceux qui violent la langue française, et il a un, je ne sais plus dans quel texte, mais il y a tout un petit passage qui est extrêmement malsain, enfin je veux dire, on a l'impression de voir des fantasmes, où il n'arrête pas de partir de ce viol. Hein. Donc les sourciers, ceux qui sont tellement obnubilés et qui sacralisent le texte de départ, violent la langue française, tandis que les ciblistes sont tellement amoureux de la langue française d'arrivée, que il y a il y a le plaisir et le consentement. Bon. Oui, c'est
C'est extrêmement... Surtout, ça sert à rien. Oui. C'est ça aussi le problème, indépendamment des métaphores. Et donc, si vous voulez, très vite, justement, ce ou, c'est-à-dire où on serait cibliste, où on serait sourcier, où on voudrait respecter le texte de départ, où on voudrait être fidèle, comme on dit, où on voudrait être fidèle au texte d'arrivée, au texte de départ, ça m'a jamais... Enfin, ça ne correspond pas à ce que j'ai le sentiment de faire quand je traduis. Pour moi, c'est le et, en fait. Et je vois pas... je vois pas en quoi l'un et l'autre s'excluent. Mais en tout cas, pour moi, s'il y a un impératif, c'est ne jamais sacrifier les sonorités et le rythme. Alors, peut-être aussi parce que je traduis plusieurs auteurs qui ont été d'abord poètes, ou qui sont toujours poètes en même temps, et que, toujours aussi quelque chose que Henri Méchonic nous dit, c'est que il y a du poème dans les proses. Et ça, c'est vrai. Cette différenciation des genres de manière aussi catégorique, ça marche pas. Alors, faire entrer aussi... alors, du coup, je vais pas vous lire la lettre de Chamoiseau à ses traducteurs, mais essayez de la trouver sur le net, parce que j'aime beaucoup cette lettre. Et peut-être, oui, tout simplement, quand même, puisque je vous projette ce texte, vous vous demandez peut-être pourquoi. Donc ça fait partie de Physique de la mélancolie. C'est un passage où le narrateur raconte que, en fait, il a commencé à apprendre à lire en lisant les noms sur les tombes au cimetière. Et ensuite, voilà ce passage. Après l'abécédaire du cimetière, j'ai été confrontée au véritable abécédaire pour les élèves de première classe et me suis sentie à la fois initiée et désorientée. Chaque lettre était liée à un mot et à une image. Quel mot commence par la lettre B? Donc là, petite note de bas de page, je ne sais pas si... Oui, deuxième lettre de l'alphabet cyrillique utilisée pour noter le bulgare, elle se prononce comme le B latin. Boc. Me suis-je écrié trop vite? C'était tellement facile. Boc, Dieu. Mais quelque chose clochait. L'institutrice frémit. Elle n'était plus aussi souriante. Elle est venue vers moi comme si elle craignait que je ne dise autre chose. Où l'as-tu appris ce mot? Au cimetière. C'est alors qu'une des filles des premiers rangs a dit « La Bulgarie, camarade !» C'était la bonne réponse. Et l'institutrice est accrochée à cette paille. Bravo, ma petite. Tandis que moi, je me sentais si seule avec mon Dieu. Curieux. Il ne pouvait pas y avoir deux mots avec une même lettre, comme si le petit dos du B était trop chétif pour supporter deux mots réellement aussi gigantesques. C'est par B que commence le mot Bulgaria, Bulgarie. En Bulgarie, il n'y a pas de Bok, pas de Dieu. Ce sont des histoires de grand-mère, martelait l'institutrice à chaque B. Plus tard, dans les classes supérieures, on va l'apprendre. C'est bien compris? Alors là, j'ai un gros regret. Et j'ai vu ça en regardant la traduction en anglais. Alors, je ne suis pas d'accord avec la manière, avec le choix qu'a fait Angela Rodel en anglais. En revanche, il y a un truc excellent et que j'ai pas vu, mon œil n'a pas entendu. C'est que, en fait, lorsque on dit que ce sont des histoires de grand-mère, et là j'ai traduit littéralement, Babeshki History. Or, dans Babeshki, on a quoi? Là, on a deux fois B. Il aurait simplement suffi que je traduise par ce sont des histoires de bonnes femmes, et j'aurais eu mon B. Eh ben, j'ai pas pensé, et je suis pas contente. Mais là, en fait, ça a été un peu une première pour moi de me dire, bon, je sais que c'est pour Armand de Saint-Sauveur, pour les éditions Intervalle. Je sais que Armand est quelqu'un d'extrêmement ouvert. Alors, j'essaye, je mets du cyrillique. Et puis s'il me dit que bah non, parce que ça va... Bah, je ne mettrai pas le cyrillique. Et Armand, il n'a rien dit sur le cyrillique. Et franchement, voilà, je me disais, on est dans un passage où le narrateur nous raconte comment il a appris à lire cet alphabet. Il n'a pas appris à lire le latin. Donc, j'ai envie de le montrer. Alors, très très vite, puisque j'ai plusieurs traductions. En gros, si vous voulez, je dirais que... Ah non, du coup, si. En gros, je dirais que l'italien et l'allemand ont fait le même choix, mais pas avec le cyrillique. Hein, Boc, Dio.
Et donc après Bulgaria, ça marche. Bock, das heißt Gott, donc c'est pareil. Bock et Bulgarien. Et en revanche. En anglais, c'est G, hein, c'est ça? Non, pardon. Alors, en anglais. Oui. En anglais, donc elle s'est dit. Alors, je pense aussi qu'il y a le fait qu'en Amérique, les éditeurs sont, je crois, beaucoup plus frileux sur la part d'étrangers qu'on peut laisser. Je crois aussi que les notes de bas de page, c'est pas très très bien vu. Mais donc, ce qu'elle s'est dit, c'est qu'évidemment, Dieu, vous ne pouvez pas le remplacer. Vous n'allez pas le remplacer par Jésus, puis ça donne rien. Et donc, Ça résout pas le problème. voilà, ça résout pas le problème. Et donc, elle s'est dit, il faut que je trouve autre chose. Et elle a donc changé. Alors, ce que j'aime beaucoup regarder, c'est quand à la fin, that's just gobbledygook, je sais pas comment on prononce. Mais ça, je trouve que c'est génial, puisque du coup, vous avez plein de G. Et donc, elle a choisi de remplacer Bulgarie par gouvernement. Pourquoi je dis que je ne suis pas d'accord? Tout simplement parce que le nationalisme bulgare n'est pas un nationalisme politique, et surtout à l'époque du communisme. Personne n'aimait le gouvernement. Le nationalisme bulgare, c'est un nationalisme, encore une fois, justement, de la terre natale, qui nous rodina, etc., etc. Et donc, c'est pour ça que j'aurais pas traduit par gouvernement. Et voilà. Mais c'est pour ça que... Ouais, c'est difficile. Il aurait fallu, dans ce cas-là, qu'elle dise quel est le mot le plus important avec la lettre G. Oui. Et que quelqu'un dise God, et que la maîtresse dise non, c'est Bulgarie, mais ça veut dire, c'est un mot avec la lettre G, pas un mot qui commence. c'est vrai. Alors, entre-temps, j'ai une collègue bulgare qui m'a montré la traduction en espagnol. Et là, elle a choisi en espagnol, c'est une bulgare d'ailleurs que j'aime beaucoup, qui vit en Espagne. Elle a gardé, alors ça doit être aussi Dio, je crois, en espagnol, voilà. Et du coup, elle a remplacé la Bulgarie par le Danube. Parce que le Danube coule au bord de la Bulgarie. J'aurais pas du tout pensé, mais je me suis dit que ouais, c'était aussi faisable. Je crois que le Danube, c'est le bon moment pour s'arrêter. Je m'arrête là. Merci beaucoup.